On est on air, mon Gabi, man. Salut, man. Poursuite du podcast. Aujourd'hui, de la périodisation. On va parler de ce qui vient après. La programmation? Oui, programmation d'entraînement. Donc là, c'est le temps de parler de sélection d'exercices, paramètres d'entraînement spécifiques. Il y a peut-être du monde qui aime plus cette partie-là. Ouais, ben c'est moins sexy la pério, hein, parce que c'est tout ce qu'il y a en arrière du programme lui-même. Ouais. Puis dans le fond, la programmation, souvent, comme j'explique, c'est la partie la plus sexy parce que c'est la partie le fun. Là. Quand tu as des super beaux exercices, mais j'ai mis où? J'ai mis quand? Puis là, c'est là que tu peux t'amuser, mais toujours dans le but de tu gardes ta fameuse progression, ton fameux plan de match de ta périodisation. Ben là, tu peux aller programmer. Bon, ben, on fait une programmation d'accumulation là parce que là, on s'en va en intensification après, puis tu joues un peu avec ça. Fait que cette partie-là, la programmation, je pense qu'on doit démystifier un peu. Comment je pourrais dire ça? Comment qu'on pourrait maximiser une programmation? Normalement, la meilleure programmation, c'est celle que tu as organisée avant. Si tu t'en vas juste écrire un programme, comme on a déjà discuté, tu vas te compliquer la vie. Moi, construire un programme d'entraînement, là, une phase de 3 semaines, là, classiquement, là, ça me prend moins de 10 minutes. Ouais. Parce que j'ai déjà ma période qui est montée. Mm-hmm. Mais avant ça, je prenais peut-être 1 heure. Ah ouais. Au début de ma carrière pour faire un programme, puis je me posais des questions. Mm-hmm. Ah, OK, bon, là, je partais, mon idée était faite, mon split était décidé, je savais ma qualité physique que je voulais travailler. Puis là, tout de suite, je m'en allais sélectionner mes exercices basés sur ce que je voulais accomplir durant cette phase-là, les objectifs du client. J'avais déjà cette compréhension-là du truc. C'est ça, je dirais que c'est pas mal en majorité. Là, oui. Tout le monde va fonctionner un peu comme ça. Ouais, exact. Parce que c'est un peu le même qui c'est enseigné. Mais souvent, tu vas voir aussi des programmes qui font pas d'allure pantoute. Ils vont juste avoir des... J'ai déjà vu du monde, des coachs de préparation physique pour le sport du fitness où il n'y avait pas de tempo. Puis il y avait une sélection de schèmes de répétition comme tu voulais. Ah ouais. C'est comme, tu peux faire 3 fois 15. Si tu es capable d'en faire plus, tu peux en faire plus. Ouais. Pour que les gens comprennent, là, ça fait partie de la programmation, évidemment, mais tu fais 4 fois 10. Mm-hmm. C'est 40 reps. Ouais. Tu as un tempo de 4,01. Ouais. Okay? C'est 40 reps. Fait que ton fois 5. Ton time under tension. Ton time under tension, ça va donner 200 secondes de temps sous tension. Mm-hmm. Okay? As-tu bien fait ça? 40 fois 5 secondes. Ouais, c'est confiance sur ça fait 20, donc 200. Mais si tu fais c'est un même 4 x 10 là, qui donne 40 reps, tu le fais en 2,01. Mm-hmm. Tu fais 3 x 4, là, ça fait 120 secondes de temps sous tension. T'es quasiment au double. Mm-hmm. Okay? Juste parce que tu as changé le paramètre de tempo excentrique. Ouais, okay? De 4 à 2. Donc ça change tout le stimuli d'entraînement. On parlait de stimuli d'entraînement là, au dernier podcast de Pério. En programmation, toutes ces sélections-là de choix de paramètres, ça va influencer le stimuli. Absolument. Dans le domaine athlétique, généralement, on veut développer des athlètes puissants en général, dépendant du sport. Là. Les sports d'équipe, les sports collectifs, on veut qu'ils ont développé une puissance. Fait que c'est rare que la contraction concentrique est lente. Fait que généralement, moi, ce que je dis, peu importe dans quelle phase qu'on est, ça, c'est comme un tempo que c'est rare en tabarouette que je vais mettre un tempo lent en concentrique. Ça va être un tempo rapide. Puis même si ton poids est lourd, tu veux pousser la barre comme si tu la poussais le plus vite possible. Ouais. Ton intention, il faut qu'elle soit le plus vite possible. Ouais, c'est pour ça qu'on met un X dans les tempos concentriques. C'est le Maximal Voluntary Contraction. Fait que c'est une contraction avec le maximum de vélocité que tu es capable d'accomplir de façon volontaire. Exact. Et ça s'apprend. Ça se coach. Et on le voit aussi, là, nous-mêmes, c'est pour ça que souvent, vous allez voir des coachs crier après leurs athlètes puis essayer de les motiver pour cette répétition-là. Du trou, le rapidement. Du trou au squat ou au bench press, dans les mouvements d'extension, le plus rapidement possible. Ouais. Et là, maintenant, on a des outils en plus pour le calibrer. On a des outils comme le VBT, le Velocity Based Training, qui vont te permettre, c'est un capteur, en fait, que tu vas mettre sur les barres ou sur même la personne elle-même pour pouvoir calculer la vitesse à laquelle elle a monté son concentrique. Ouais. Pour un athlète, mais là, mettons que tu as une programmation que tu fais pour un
bodybuilder, fitness, whatever. Mais là, ça se pourrait que tu aies du concentrique un peu plus lent, là, avec un tempo même à 3 secondes en concentrique. C'est là on risque de plus voir ça. Généralement, les tempos plus lents, je veux dire, les chiffres plus lents, c'est souvent dans l'excentrique. Que là, tu rajoutes ton temps sous tension dans ton excentrique lorsque tu n'utilises pas, exemple, une Desmotech là, ou du iso-inertiel. Ben, même avec l'iso-inertiel, tu peux faire en sorte que ton excentrique va être plus lent oui. en utilisant des flywheels qui sont plus lourdes. Oui, absolument. Et en ayant cherché des répétitions qui vont être beaucoup plus dans le profil ou le continuum de fatigue. Mm-hmm. Fait que si tu fais des répétitions qui vont durer, exemple, 30 secondes de temps sous tension, ça va te faire le même phénomène qu'en hypertrophie classique. Absolument. C'est juste que là, tu travailles dans un but de créer de la vélocité. Ouais. Ça reste un excentrique rapide, Ouais. mais pas mal moins rapide que tu travailles qu'une flywheel plus légère. Et tu fais des répétitions qui sont très courtes. Ouais. Donc, tout est une question de stimuli encore. Ouais. Et quoi que tu recherches à générer chez ton athlète ou chez ton client pour le besoin du sport ou le besoin ou l'objectif qui s'est donné à ce client-là. Tu sais, si tu fais du fat loss, même si tu utilises une flywheel, tu n'as peut-être pas vraiment besoin d'être tout le temps dans des specs de vélocité maximale. Mm-hmm. Tu es peut-être plus dans, OK, on veut créer de l'acide lactique, on veut générer des phénomènes hormonaux basés sur justement du temps sous tension, qui vont être des adaptations physiologiques complètement différentes que qu'est-ce que tu vas aller chercher sur un athlète. Un athlète, tu l'entraînes lent, ben, il va rester lent. Oui, absolument. Donc, oui. Je veux juste faire la petite... je voulais intégrer la compréhension le tempo. Que le tempo, on le module, tu le modifies selon les besoins, puis il faut que ça soit comme ça en programmation. Puis l'erreur que, comme tu as dit, s'il n'y a pas de tempo, tabarouette, il manque un gros élément. Oui, ça change complètement le stimuli, comme on disait tantôt, puis pas juste pour, exemple, les mécanismes d'hypertrophie classiques qu'on connaît. Je reprends mon exemple tantôt de 4x10 en 4-0-1. Tu vas doubler ton temps d'excentrique si tu fais un 4-0-1 versus si tu fais un 2-0-1. Donc, si tu passes plus de temps en excentrique sur tes 10 répétitions totales, tu vas créer plus de dommages au niveau musculaire que si tu fais du 2-0-1. Absolument. Et après ça, on peut parler... Même techniquement. Même techniquement. Tu as une meilleure proprioception de ton corps quand tu fais du 4 secondes parce que tu es constamment en train de t'ajuster dans ta répétition. Tu as un moment de fatigue aussi qui se passe. Donc, tu n'as pas le choix encore là de t'adapter dans ta technique, dans ton corps, dans ta proprioception. Donc, c'est sûr que les stimuli sont complètement différents, comme tu dis. Donc, si juste avec un tempo, tu es capable de changer le stimuli, imagine tout ce que tu peux changer comme paramètre d'entraînement, ce que ça peut faire à ton entraînement. Que ce soit le range d'entraînement dans un mouvement comme un squat. Exemple, tu fais un squat complet. Pour nous, un squat complet, c'est assis de grass, tu assis les fesses complètement sur tes mollets, versus tu fais un top range squat. Tu fais un squat, la moitié de ton mouvement complet. Tu n'auras pas le même stimuli d'entraînement. Même dans les chaînes musculaires activées, là. Les muscles sollicités dans un top range versus un full. Exact. C'est complètement différent. La charge que tu vas utiliser ne sera pas la même. Tu vas dans le top range, tu vas pouvoir peut-être mettre du beaucoup plus lourd. À la limite, les deux sont bons. Des fois, le top range qui est bon, tu habitues ton corps à avoir une charge beaucoup plus lourde. Puis même quand tu retournes faire un full... Ça potentialise ton full squat. Exactement, tu refais ton full squat. Mais d'être très fort dans le bas de la position... C'est ce qui est intéressant, c'est que le bas de la position va donner au mid-range. Mais le mid-range, à part les effets de potentiation, le fait d'avoir une barre lourde sur ses épaules, il ne donnera pas à ton bottom range. C'est exact. Fait que ton entraînement, la moitié du mouvement de squat donne absolument rien au mouvement du bas du squat. Mais le mouvement du bas du squat va améliorer tout le range au complet. Exactement. Fait que c'est pour ça que la majorité de ton année de programmation, tu dois avoir au moins 80%, 75% de ton année qui intègre des mouvements complets de squat. Mais même quand, je te dirais, même en tout cas dans ma pratique, là, même quand on fait du top range, j'aime bien ça finir un set avec plus léger, puis les athlètes leur font du full range. Juste parce que certains muscles vont justement, tu vas aller chercher plus de mobilité, plus d'élasticité dans certains muscles qui peuvent rester tendus lorsque tu fais juste du top range. Oui, puis ça peut être fait en réchauffement pour garder l'amplitude, pour préparer les articulations, le système nerveux, d'exploser
en bas dans la position versus d'exploser un quart de mouvement ou un tiers de mouvement qui est plus relié à la demande du sport, c'est complètement différent. Tu sais, t'arrives, n'importe qui l'a déjà fait, là, tu t'installes sur juste faire un saut vertical. Puis tu t'en vas à un tiers de range d'un squat pour faire ton saut. Ouais. Tu peux faire ça quasiment un après-midi de temps, faire ça sans créer trop de problématiques. Toi dans le trou, puis saute dans les airs, fais ça à quelques reprises au max de vélocité, c'est demandant. Plus demandant parce que tu as beaucoup plus de gros musculaires, comme on disait tantôt, sollicité, le stretch, contraction, beaucoup plus demandant aussi. Oui, non, c'est absolument. Donc, autant que la sélection des exercices pour un athlète, exemple, va être complètement différent que pour une personne qui s'entraîne plus pour garder la forme de la population générale. Pas, parce que tu n'as pas les mêmes objectifs, tu n'as pas les mêmes demandes, ben, tes choix d'exercice vont être complètement... Comme on vient de dire là, un athlète, plus tu vas t'approcher de la préparation spécifique, donc des camps d'entraînement du début de la saison, tu vas aller travailler des ranges qui vont être plus petits. Parce que, comme on dit, la demande du sport du hockey, ben, c'est pas de s'asseoir sur tes talons puis créer de l'extension au niveau de la hanche puis de l'extension au niveau du genou. Au contraire, ça va être des mouvements qui vont être beaucoup plus près du haut du mouvement du squat. Un short range. Donc, si tu vas avoir un transfert, il faut que tu entraînes cette amplitude-là. Il faut que tu l'entraînes dans ton macrocycle. Donc, si tu as 12 semaines, il faut que tu l'entraînes en force. Il faut que tu l'entraînes en puissance. Il faut que tu l'entraînes en vitesse. Donc, c'est là qu'avec un athlète, tu vas toucher à un paquet de types d'entraînement différents. La force, on en a parlé au dernier podcast, ça va être beaucoup plus challengeant au niveau du système nerveux, au niveau de tes capacités fonctionnelles à emmagasiner une charge avec de la tension, versus que si tu fais de la pliométrie qui est souvent plus exécutée avec le poids du corps, puis qui est de rendre le plus efficace ton changement de direction, donc entre la portion excentrique et concentrique du mouvement, ce qu'on appelle le stretch shortening cycle, ta capacité, tes capacités à passer de l'excentrique au concentrique. Puis dans le fond, d'être le moins longtemps possible au sol, le moins de contact en temps au sol. Ce qui est le fun avec l'équipement qu'on a maintenant, c'est qu'on a une facilité à le calculer. Fait que tu peux, chaque répétition, on peut quasiment coacher un athlète. Être plus explosif, à passer de moins de temps en bas. Moins bon, plus. T'es plus lent celle-là. Là, fait que c'est intéressant pour ça. Donc, un athlète a besoin de toucher tous ces types d'entraînement-là, de travailler, exemple, les capacités à briser l'inertie. Donc, dans les tests qu'on a faits pour la périodisation, si tu vois que tu as un athlète, on parlait aussi avec Phil l'autre fois, là, qui est venu, qui fait justement ses études de doctorat sur les meilleurs tests pour définir les profils des athlètes. Tu es capable de partir avec un athlète maintenant, avec les tests spécifiques, puis de déterminer qu'eux autres, ils vont manquer, par exemple, de force de départ. Donc, pour un athlète, ça veut dire quoi d'un joueur de hockey? C'est que tu es sur la glace, tu es en mise en jeu. La rondelle est gagnée par l'équipe adverse, exemple, puis tu t'accélères de l'inertie. Donc, tu n'es pas en train de bouger. Zéro. Tu brises l'inertie, c'est ça. Le fameux 0 à 100. Le 0 à 100 comme avec une voiture. Tu décolles puis tu vas être le premier sur la rondelle. Donc, ça se travaille. Ça se travaille des exercices spécifiques dans le gym. Donc, si tu as un problème avec ça, ben, dans la salle d'entraînement, on va te faire prendre un squat, on va te faire partir ses pins. Les gens connaissent les safety bars, les barres de sécurité. Tu vas te mettre sur ces barres-là, puis tu vas accélérer la barre le plus rapidement possible. Et un inertia squat. Un inertia squat, exactement. Donc, briser l'inertie, c'est dans la plupart des sports. Tu parles du football, du rugby, même le tennis, même des sports individuels. Ce que tu vas vouloir faire, c'est d'être capable de produire beaucoup de force, beaucoup de puissance, de vitesse sur un départ. Puis, il y a des fois, à l'inverse, il y a des athlètes qui sont vraiment efficaces, justement, à utiliser l'énergie pour la réutiliser, si on veut, l'effet pliométrique, là. Fait que dans le fond, souvent, ça ne veut pas dire qu'ils ont un très bon départ, une très grande force de démarrage, mais c'est des excellents patineurs quand ils ont déjà un peu de vitesse. Oui, la force réactive qu'on appelle. Exactement. C'est deux profils, effectivement, qui sont quand même à l'opposé. Si on regarde ça, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer les deux, et être efficace avec les deux, mais ce n'est pas les mêmes, les mêmes qualités. Les mêmes qualités physiques, exactement. Donc, oui, et
je sais pas si toi, tu trouves la même chose, mais plus on avance dans les années, plus le hockey, comme on a déjà mentionné, change. Et oui, la phase de départ, c'est intéressant, mais tu peux avoir une phase de départ très moyenne, mais avoir une agilité puis une efficacité en force réactive très élevée. Et le nerf de la guerre est là. Tu es déjà en déplacement. T'es marqué par un autre joueur parce que c'est ça le hockey. T'es tout le temps marqué par un joueur, surtout si t'es bon. Et tu veux trouver de la place. Tu veux trouver de l'espace en zone offensive pour pouvoir changer de direction au moment où la passe s'en vient vers toi puis prendre un lancer au filet ou te créer de l'espace pour prendre un lancer au filet. Donc, je trouve que de plus en plus, il va falloir qu'il y ait du travail qui soit fait sur justement cette efficacité-là de la force réactive. Absolument. Moi, dans le fond, comme tu expliquais tantôt, là, tu pars la mise au jeu, ton départ, c'est ça qu'on va appeler ta phase de démarrage, ton départ à partir de 0 pour accélérer. Mais dans une game, ça arrive aux mises au jeu. Le reste du temps, tu es quand même tout le temps un peu en mouvement. Puis des fois, tu te dis, il y a certains joueurs, il y a une deuxième accélération. Ben, c'est exactement ce qu'on disait. C'est sa force réactive. Là, je trouve que c'est ça qui doit être le plus maximisé. C'est sûr que si on améliore la force de démarrage, tant mieux. Mais en temps ou en concentration de développement, je pense que la force réactive va t'amener à être un meilleur joueur. Oui, surtout aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus. Il y a moins d'espace sur la glace, les gars sont plus gros. Il n'y a plus d'accrochage. Donc, quand tu es marqué, tu peux rester près de ton joueur. La minute que tu vois qu'il y a une opportunité, le but, c'est de changer de direction. Puis, exact. Tu utilises le... J'aime utiliser ce terme-là. Là, tu utilises l'énergie puis tu la réutilises parce que tu as eu un changement de direction puis tu as explosé. C'est une des raisons pourquoi on en parle souvent, là, que j'adore le flywheel, les Desmotech pour ça, parce que c'est exactement ce que tu entraînes quasiment à chaque répétition. Oui, puis c'est aussi pour ça qu'on parle tout le temps de posturologie, parce qu'avant même de travailler avec la Desmotech, il faut que tu aies des sens qui te permettent d'avoir des temps de réaction, d'être capable de changer de direction de façon efficace. Tes pieds ne contactent pas le sol comme il faut. Tu arrives dans des patins et tu es déjà réduit de ce niveau-là. Puis tu n'es pas capable de produire de la force puis de l'emmagasiner dans ton pied. C'est la première articulation de ton corps qui fait ce job-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut aligner ses pieds en premier. Il faut que ton regard soit à l'horizon, parce qu'après ça, si tu n'es pas stable en plus avec un système vestibulaire qui est inefficace, tu ne seras jamais capable de faire un changement de direction qui va être à son plein potentiel. Fait que tu ne seras pas capable de te démarquer des autres joueurs. Puis si on veut donner un exemple de ça que les gens vont être capables de comprendre, on est au Québec, donc la majorité des gens regardent le hockey, ils vont regarder le Canadien de Montréal, mais tu prends un gars comme Josh Anderson, exemple. Une grosse force de démarrage, beaucoup dans la puissance. Il décolle, lui, là, puis c'est rare que tu es capable de l'arrêter. Mais ces changements de direction, quand il arrive en zone offensive, il n'y a pas l'agilité d'un Cole Caulfield. Mais pourtant, Cole Caulfield, il n'y a pas le patin de Josh Anderson. En ligne droite, non. Ben non, c'est ça. Mais aussitôt qu'à rondelle, on dirait qu'il est rapide. Pourquoi? Parce qu'il se déplace rapidement. Ses changements de direction sont rapides. Ses virages, ses changements de direction. C'est la seule raison qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale, c'est ça. C'est que son patin est vraiment sharp. En ligne droite, comme on dit, il est je pense même pas qu'il est dans l'élite de vitesse. Non, vraiment pas. Il est moyen. Il est probablement dans la moyenne au niveau de la vitesse. En ligne droite, là, mais tu sais, la game de hockey, oui, il y a des lignes droites, mais elle se joue majoritairement dans tes changements de direction. Ouais, à moins que tu t'appelles McDavid et tu traverses la patinoire à chaque fois. Mais qu'il y a les changements de direction aussi. Ouais, puis McKinnon, exemple. Des gars comme ça. Mais c'est ça, eux autres, ils ont tout. C'est pour ça que c'est l'élite. C'est ça, exactement. Mais non, tu le vois avec un gars comme Josh Anderson, il y a d'autres problématiques dans son jeu, mais un des éléments que je trouve, c'est que oui, il a un gros moteur, il accélère, il arrive en zone adverse avec la rondelle parce qu'en plus, physiquement, il est imposant. Mais il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que quand il arrive sur le bord de la bande, il ne peut pas commencer à couper comme Caulfield il le fait, puis être déceptif, c'est-à-dire vendre un jeu à l'adversaire parce qu'il n'y a pas ce patin-là. On va s'entendre. C'est pas parce que Caulfield est petit puis l'autre il est gros que ça se fait pas, parce qu'on a parlé de McKinnon tantôt. Là. McKinnon est aussi gros que Josh Anderson. Là, ouf, il ne doit pas être lourd. Physiquement, oui, je pense pas qu'ils ont la même grandeur. Là. Josh Anderson peut-être un peu plus grand. On ira voir. Mais McKinnon... Je suis pas sûr qu'il y a une grosse différence. Ouais, je pense que c'est un 6'1", 200 livres, 200 quelques livres. Anderson, peut-être 6'3", 2 pouces quand même. D'après moi. On va regarder les résultats. Ah, c'est ça. Je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Je suis pas mal sûr. En tout cas, côté poids, ça doit vraiment se ressembler. Ouais, ça doit. Effectivement. C'était plus un exemple. Puis c'est deux gars en forme. Là, Anderson, c'est pas parce qu'il est pas en forme. À la limite, on peut même nommer Matthews, là, qui est aussi grand que Josh Anderson. Ouais.
Puis je trouve pas que c'est un excellent patineur, mais tu regardes quand même... Il y a moins de vitesse qu'Anderson. Comment? Il y a moins de vitesse qu'Anderson, définitivement. Ouais, c'est ça, exact. Mais il est plus agile. Ouais. Tu regarderas ce qu'il fait sur un pied. Il a des mains incroyables aussi. Ouais. Mais mettons qu'on a... Tu sais, je parlais même pas des mains à Caulfield. Je fais juste te parler de son patin. Changement de direction. Changement de direction. Pour vraiment regarder la force réactive, là, c'est deux gars qui sont des profils différents. Ouais. Définitivement. Années-lumière entre les deux. Oui. Donc... Probablement que c'est peut-être fait présentement ou pas, mais je regarde un gars comme Caulfield quand il était dans la NCAA. Il y avait des problématiques justement avec ses changements de direction. Sa vitesse pure n'est pas vraiment... Je pense pas qu'elle est tant meilleure. C'est sûr qu'il y a eu du développement physique. Il a grandi également. Il a pris du coffre. Il est un petit peu plus costaud. Ouais. Donc, nécessairement, je me dis qu'il doit produire un peu plus de force dans ses foulées. Mais ça n'a jamais été un gars que la vitesse, c'était sa game. Par contre, son agilité sur patin, ses changements de direction sont beaucoup meilleurs maintenant dans la Ligue nationale, comme il y a eu une grosse coche quand il a fini sa carrière aux États-Unis. Puis qui a commencé, puis il y a encore du développement probablement qui doit être fait de ce côté-là. Il y a encore une marge de manœuvre pour améliorer ça. Je pense que même les tops sont toujours en train de s'améliorer. C'est pour ça qu'ils sont toujours bons. Un gars comme Crosby, c'est sûr qu'ils Crosby, 37. Un point par match à 36 ou 37 ans, c'est fou là, dans une saison parce que les Pingouins font moyen. Là. Ouais. Il est seul cette année. Oui, exact. Mais non, pour revenir un peu à nos moutons... c'est là qu'on le voit, la différence. Puis même, je ne sais pas ce que Josh Anderson fait comme préparation physique l'été. Je ferai regarder, voir s'il y a des vidéos de lui en train de s'entraîner. Mais c'est sûr qu'il aurait intérêt à travailler plus, justement, sur les faiblesses. Oui, sur les faiblesses. Ta force. Sa force est là. À la limite, s'il ne travaille même plus comme sa force peut, fait plus de répétitions maximales, ce serait même pas tant grave là, parce qu'elle est déjà là. On va travailler sur sa qualité. Sa qualité de mouvement. Non, mais sur sa force réactive et sa capacité justement à emmagasiner l'énergie pour la réutiliser, qui va faire un méga changement sur... Oui, puis ça va peut-être faire en sorte que ces foulées qui sont très puissantes, étant donné qu'il est plus efficace maintenant dans son mouvement à réutiliser de l'énergie, qui va être plus fluide sur ses patins, puis il va peut-être même gagner en vitesse à certains moments de son accélération. Tu sais, comme on jasait l'autre fois avec Phil, l'intérêt, exemple, de calculer la vitesse sur le point de mise en jeu jusqu'à l'autre point de mise en jeu de l'autre côté, alors que... Il y a moins d'intérêt. Tu sais, les joueurs qui vont s'en aller vraiment en ligne droite à 100% dans la Ligue nationale, il n'y en a presque plus. C'est bien plus intéressant de voir ton 5-10. Ben oui. Puis ça regardera même McKinnon, on en parle parce que c'est le premier scoreur de la Ligue présentement. Mais même quand il est en ligne droite, tu remarqueras que le nombre de croisés qu'il fait. Oui, c'est ça. Il croise avec son Omega, son fameux gros croisé de puissance. Fait que finalement, il n'est jamais complètement en ligne droite. Fait que c'est là qu'on voit une différence dans le fait que ça ne vaut pas tant la peine d'être super rapide, comme tu disais, de la ligne des buts, par exemple, à l'autre ligne des buts ou la ligne des buts à deuxième bleu, cette distance-là, tu la parcours pratiquement jamais en ligne droite complètement. Pas au max comme ça. Non. Après ça, quand tu n'as pas la rondelle, c'est vrai que souvent, oui, il peut y avoir des séquences où il faut que tu ailles faire une ligne droite puis il faut que tu sois le plus rapide pour te rentrer là parce que là, tu veux rattraper le gars qui lui a la rondelle. Ça arrive, ça. Mais le gros de la game, en tant que joueur, exemple, de joueur offensif, puis même la nouvelle génération de défenseurs, c'est d'être agile sur tes patins. Absolument. D'être capable de générer de la vitesse dans tes changements de direction, puis de pouvoir faire des changements de direction, justement, le plus rapidement possible. Puis là, je vais comme t'interrompre là-dessus parce que tu as parlé de quoi, puis ça m'a allumé. Là. Tu sais, tu as parlé de tes habiletés sur patin, puis c'est pas juste à faire des habiletés sur patin qui va améliorer ça. En voulant dire, oui, c'est sûr que tu vas aller travailler ton spécifique, puis travailler ta technique, travailler tes edges, etc. Mais on en a parlé qu'en entraînement, puis c'est sûr que notre rôle, c'est un peu éduqué là-dessus. Là. On est des préparateurs physiques, on a joué au hockey. Et, si on a réussi à améliorer ces aspects-là en entraînement, il y a déjà une amélioration qui se passe sur la glace. Puis c'est sûr que là, si tu vas travailler tes habiletés sur la glace, bien là, encore là, c'est exponentiel ce que tu viens de faire comme gain. Oui, c'est pour ça que ça prend... Il faut que les coachs sur glace commencent à gérer tout l'aspect sélection d'exercices. Fait que la programmation
de quand tu coaches un athlète sur la glace doit être le même phénomène que quand nous, comme préparateurs physiques, on coach dans le gym. Il faut que tu aies fait une périodisation basée sur une évaluation. Et il faut que tu sois capable de voir la personne qui est devant toi, c'est quoi ses faiblesses, ses forces, puis de structurer une programmation de sessions progressives dans le temps qui vont t'amener les meilleurs résultats possibles. Si la personne a la misère, exemple, à tourner d'un côté, ou si tu as des problèmes de edge, ou carrément si elle ne sait pas patiner comme un débutant, comme on parlait dans la session de notre podcast de Pério, il faut que tu aies un plan de match qui va pouvoir t'amener ce monde-là le plus rapidement possible avec les façons plus efficaces. Fait que, peu importe de quel monde qu'on parle, que ce soit de la boxe, du hockey, du tennis, il faut avoir une sélection d'exercices, c'est ça la programmation, qui est progressive, évolutive. Donc, le squat, on s'entend, c'est quand même assez complexe comme mouvement. Alors que quand tu l'as maîtrisé, c'est d'une simplicité. Parce que, tu sais, on serait supposé, en fait, comme on parle tout le temps en développement moteur, les enfants seraient posés naturellement d'aller se mettre en squat pour jouer au sol, pour se déplacer, pour se relever de la position de... Quand il est bébé, il fait ça facilement. Exact. Mes filles, c'est deux... J'ai eu la chance de pouvoir les voir. Ils ont même deadlifté un deadlift naturel parfait. La première fois de leur vie qu'ils ont ramassé un ballon. Là. Ils venaient au gym quand ils étaient bébés, commençaient à marcher, etc. Ils voient un ballon au sol. Là, ça donne, ça a bien tombé, le ballon était levable, c'était pas un 80 livres. Puis finalement, hop, deadlift parfait. Techniquement, c'est parfait. Puis il n'a pas été montré, il n'a pas été enseigné. Non. C'est sûr que en préparation physique, des fois, on n'a pas le choix de l'enseigner parce qu'on l'a comme perdu ce mouvement-là en cours de route ou qu'on l'a pu, on le maîtrise pas aussi bien, fait qu'on veut comme enseigner la technique adéquate. Mais en réalité, quand tu y penses, c'est qu'on n'aurait jamais dû le perdre. C'est juste parce qu'on l'a moins fait, on l'a plus fait. On est assis sur des chaises quand on était à l'adolescence, quand on était dans notre croissance, qui a rendu nos articulations peut-être un peu plus raides, moins mobiles, etc. Nos bases d'intégration aussi ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Non, aussi. Donc, tu sais, si tu as eu des parents qui t'ont encouragé à marcher très tôt puis qui t'ont empêché de te lever par toi-même en squat, ça se peut très bien que tu ne développes pas l'axe coxo-fémoral de façon efficace puis que tu n'ailles pas là, gruger l'articulation pour qu'elle soit mobile. Puis t'as pas rampé assez, fait que t'as pas fait ce travail-là non plus. Absolument. Fait qu'on sait que la question développementale va faire en sorte que quand t'arrives, il va y avoir un impact, puis quand t'arrives pour faire la programmation d'entraînement, quand t'as fait tes tests d'évaluation comme coach, comme préparateur physique, là, il faut que tu régresses tes exercices sur ton exercice numéro 1. Puis la programmation, c'est ça. C'est de dire, OK, je peux pas faire des squats présentement avec cette personne-là, mais je peux faire une variation d'un squat. Je peux faire un split squat, exemple, à une jambe. Puis là, la sélection des outils que tu vas utiliser, est-ce que tu le fais à Desmo? Est-ce que tu le fais à poulie? Est-ce que tu le fais avec des dumbbells? Est-ce que tu le fais bodyweight? Est-ce que tu le fais avec les talons surélevés? Oui, tu peux créer tellement de variations qui vont t'amener à ton objectif de ramener cette personne-là à faire des squats le plus rapidement possible. C'est également ça, la programmation. Exact. C'est de créer comme on disait, des évolutions. Puis c'est encore mieux dans ce qu'on fait nous autres comme pratique, c'est que si tu entreprends le client en posturologie comme qu'on veut, qu'on veut le faire le plus possible avec tout le monde, c'est que là qu'on sait qu'on va arriver plus rapidement à notre objectif. Même pas le même monde. Qui est de faire un squat. Puis on sait on est en train de combiner deux aspects, mais qu'on sait qu'on va arriver, comme j'expliquais, un peu plus rapidement à l'objectif ultime. Puis même plus un peu plus rapidement, souvent. Et beaucoup plus rapidement. C'est pas juste plus rapidement. Plus optimalement. Tu pourras pas faire la même chose sans la posturo. Tu sais, c'est pas juste comme, il y a deux chemins, tu vas prendre un chemin, puis ça va t'amener au même point. Là. On va juste manager. De l'autre façon, tu fais juste manager. Tu fais juste comme trouver des petites... On dit le terme béquille, mais tu vas trouver des solutions pour y arriver, mais ce ne sera jamais... Il faut en parler de ça. Il faut en parler. Ben oui, parce que le monde de la programmation, c'est ça. Le monde de la programmation, c'est quoi? Tu as des coachs qui sortent de l'université, qui sortent de leur formation, qui regardent les programmes, même si tu as périodisé et tu as tout fait les trucs de la bonne façon. Puis tu regardes les programmes, tu es excité. Tu es excité de mettre des trap bars, des deadlifts, d'enseigner ça à tes athlètes. Puis là, tu te rends compte que non seulement le monde ne sont pas capables d'exécuter, mais quand ils le font, ils finissent par se péter. Ou s'ils ne se pètent pas, tu arrives à un plateau et tu n'es plus capable de faire ces exercices-là parce qu'ils sont plus capables de progresser. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait comme coach?
comme tu as dit, on trouve des béquilles. Ah ouais. On régresse les exercices. Au lieu d'avancer dans l'évolution des mouvements, on les régresse parce que les personnes ne sont pas capables de le faire. Donc, il n'y a pas deux chemins. Ben non. Il y a un chemin. Il y a le chemin du développement moteur, de l'aspect de connecter le cerveau avec les muscles. Ouais. Et il y a l'aspect, tu choisis de créer des programmes régressifs avec tes athlètes puis avec tes clients. On l'a fait, ça, depuis moi. À la limite, je me fâche quasiment quand j'étais obligé de le faire encore. Ben oui, c'est sûr. Puis là, je me disais comme, on n'est pas obligé de se rendre là. On pourrait juste prendre le chemin de progression ultime, mais des fois, c'est juste d'expliquer, tu vas faire des exercices neuro, mais je comprends pas pourquoi c'est quoi ça va changer sur mon corps. Fais-le, là, tu vas le voir ce que ça va changer sur ton corps. Mais c'est sûr que quand on réussit à combiner les deux, comme on disait, c'est majeur les gains qu'on a. C'est même plus le fun pour nous parce que là, on voit l'amélioration, puis on voit la progression fois après fois, semaine après semaine, mois après mois. Puis nous-mêmes, on est comme, personnellement, je suis comme plus excité de voir progresser de même que trouver des exercices de régression au lieu de trouver des exercices de progression puis constamment être en évolution. Là. On est dans ce monde-là parce qu'on aime voir les gens partir d'un point puis de les amener dans une forme physique diamétralement opposée à ce que c'était au départ. Ouais. Donc, évidemment, si tu es avec quelqu'un pendant 6 mois, puis que le seul truc que tu fais avec, mais c'est tout le temps essayer de compenser des exercices pour que la personne soit capable de faire ses trainings sans douleur, exemple, ou parce qu'elle n'est pas capable de bouger dans le gym de façon efficace. Ouais. Ben, c'est sûr que comme préparateur physique, c'est pas ça le plaisir. Puis même pour le client, c'est pas le fun. Ah, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, il y a tout le temps quelque chose. Fait que là, tu réduis le range, tu changes l'exercice, tu n'utilises plus les mêmes outils. Tu peux pas générer de vitesse. Fait que tu es tout le temps dans des exercices où il faut que tu sois en super contrôle, en super stabilité, parce que sinon, ben, il y a des risques de blessures trop grands. C'est embêtant. Ben non, c'est moins stimulant aussi. Là, en voulant dire, c'est comme si on fait du surplace ou même qu'on descend plus bas. Notre but de faire ça comme métier, d'être coach, préparateur physique, c'est de voir une progression, d'amener à une progression. Le fait de ne pas pouvoir le faire parce que justement, il y a des limitations de blessures. Souvent, puis j'explique souvent, c'est des limitations posturales. Là, je veux dire, des compensations, des adaptations. On a parlé tantôt, là, on parlait d'un client qui a un labrum. Tout le monde que j'ai vu qui a un labrum, qui sont fait opérer, sont complètement déséquilibrés. Ils sont tout croches. C'est le meilleur terme que je peux dire. Ils sont tout croches. Mais, OK, il est opéré, le labrum, là, mais il est encore un peu mal parce que là, ton corps est encore déséquilibré. Si on le rééquilibre, on est déjà en train d'avancer dans le temps. Là, on est en train de progresser. On n'est pas en train de manager ou de trouver des exercices régressifs pour que tu sois capable de bouger et un peu t'améliorer. On est en train de s'améliorer complètement parce qu'on avance dans le temps, parce qu'on est en train de progresser, parce que ton corps il est balancé, puis j'ai moins mal. Ah, t'as moins mal, OK, good. On peut bouger. Là, ouais, là on peut retourner à faire les mouvements qui vont être le plus payants dans le gym. Ben oui. Si tu fais juste des mouvements monoarticulaires isolés avec hyper sécurité, la vie, c'est pas ça. Ben la vie, c'est de bouger avec ton corps dans tous les plans de l'espace, puis d'utiliser des transferts d'énergie constants. Puis le sport, puis la performance sportive ultime, c'est encore plus vrai. Puis tu vas faire ça en déséquilibre, à des hauts niveaux de vélocité. Tu peux pas faire de deadlift, j'ai mal au dos. Ben, ce que tu peux pas faire de deadlift, tu pourras pas aller patiner de façon efficace. Moi, j'avais un gars que j'entraînais qui a joué dans la Ligue nationale. Et on fait ses tests d'évaluation, je montre sa périodisation. Il y avait des chiffres de malade. Là, on utilise la balance structurelle. Là, je rentre ces chiffres pour voir si son squat est balancé avec son deadlift, etc. Ouais. Il avait des charges de malade pour un joueur de hockey, là, du 500 livres au deadlift, des squats à 450, des trucs que si tu as ça déjà à 20-21 ans, le gars il s'entraînait depuis des années, son père c'est un chiropraticien, puis il y avait un gym chez eux, fait que, il était bien dans l'entraînement, dans le fitness, mais tu sais, un entraînement de type très bodybuilding, powerlifting même je dirais, puis écoute, c'est une machine, mais il me raconte, avant d'embarquer sur la glace, le kid avait 21 ans, là. Il débute dans le show. Là. Il a ses chances. Il m'a raconté qu'avant un game, ça lui prenait 45 minutes de warm-up juste pour être capable d'embarquer sa glace et se sentir confortable.
45 minutes de stretching, puis de patente à gosse avec des élastiques, puis de mouvements d'ouverture, fermeture. Hey, je capotais. J'ai fait ça. J'ai fait ça quand j'avais dans début trentaine, quand mon corps était sur le bord de lâcher. Hey, c'est tatoué, finalement, ce gars-là. Ça aurait pu. J'ai pas joué dans le national, par contre. Non, c'est ça. Je faisais vraiment, littéralement, plus longtemps de warm-up que d'entraînement. Littéralement. Jusqu'à temps que, justement, que j'intègre, je l'ai déjà raconté dans un autre podcast, j'ai intégré le posturo. Ouais. C'était littéralement, là, c'est 45 minutes de warm-up. C'était exactement ça. Puis souvent, mon workout durait 30-45 minutes. C'est 1h30, mais j'avais fait 45 minutes de warm-up. Puis, tu sais, quand tu y penses, il faut quand même se remettre. Et oui, si c'est ça qui est véhiculé, que ce soit dans la Ligue nationale, que ce soit par les préparateurs physiques, les thérapeutes du sport, etc., les physios, si c'est ça qui est véhiculé, c'est qu'il y a un petit manquement. C'est que dans le fond, c'est que ton corps il est pété, puis tu n'as pas le choix de t'échauffer aussi longtemps pour être capable de performer à un niveau que ton corps est supposé être capable de performer. Hey man, faut que je te raconte ça. J'ai un petit... je reviens de Guadeloupe, justement. Puis il y a une journée, j'étais avec ma copine, puis on est installé sur la beach. Ouais. Puis écoute, ils vantent là, en malade mental. Puis dans le Airbnb qu'on a, j'ai les cheveux dans le vent, je vois rien. Puis... écoute, j'étais relax là-bas. Ici, je bois presque pas de bière parce qu'il n'y a pas de bière que je peux consommer à part les bières sans gluten. J'ai des problèmes avec le blé non biologique. Ouais. Puis là-bas, il y avait de la bière top shape. Là, fait que je me suis installé en avant-midi. À 11h, on s'ouvre un petit cocktail, on se prend une bière. Tu sais, j'étais vraiment relax là, cette journée-là. Puis là, j'ai mon parasol parce que je fais attention avec le soleil là, dans les heures de pic. Ouais. Puis le parasol part au vent. Puis là, ma copine, elle couche à l'air, puis là, elle se met, tu sais, il y avait du monde à côté de nous autres. Là. Fait que le parasol, tu sais, tout le monde a déjà vécu ça, le parasol, tu me l'as flippé, mais ils vendent en malade, Yann. Moi, je pars comme un malade mental en courant, man, avec la technique parfaite, mais explosif. C'est un joueur d'hockey-ball. Fait que moi, quand je décide, ça y va. Je ramasse le truc juste avant que ça vienne toucher une madame qui était, écoute, au moins 200-300 mètres là, de moi, là, quand même assez loin. Non, c'est la Guadeloupe, c'est français. Il n'y a pas trop de gens obèses là-bas. Mais bref, je rack ça, je me ramène, puis ça me prend pour marcher, pour revenir à mon spot. Ouais. Je croise du monde, puis les gens me regardent comme un vrai malade mental, parce que je courais dans le sable comme un débile mental, justement. Je m'installe à côté de ma copine, elle me dit « Coudon, tu cours donc bien comme vite, puis t'as fait ça, tu t'es levé, puis tout de suite, t'es parti. » Comme un lion, dans le fond, qui va chasser sa proie. Commence pas à se warm-upper 45 minutes pour aller chasser le lion. Tu n'as pas dit que tu vivais dans le bois depuis une couple de jours et que ton esprit animal t'est revenu. Exact. La bête. La bête. Ah, c'est ça. C'est ça l'exemple que je voulais donner. C'est si tu as besoin de 45 minutes, 1 heure pour aller pratiquer une activité sportive, c'est parce que ton corps n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. Il n'est pas fait pour faire une activité sportive. Je te dis pas que t'as pas une préparation. Moi, je te dirais que mes préparations maintenant sont plus mentales, de coordination. Je vais faire des choses, puis mes athlètes, c'est la même chose. Ouais. On va leur donner des trucs qui vont faire en sorte que ça va optimiser la préparation du cerveau pour le sport. Vestibulaire, humain. Ouais, exact. Tu te sens un peu plus éveillé avant de commencer. C'est ça. Puis à la limite, tu vas faire une série, peut-être, ou deux avec une charge, puis let's go, on start, là. Ouais, pour l'entraînement, mais pour le sport aussi, ça va être ça. Ben là, c'est sûr qu'au hockey, il y a le warm-up en partant de 20 minutes. Ça, c'est plus comme une tradition, plus qu'on a découvert que ça servait à... Tu sais, y a-tu des recherches scientifiques qui me démontrent que de faire 20 minutes de warm-up, ça a un effet sur ta game? Je pense que c'est te sentir plus cher, peut-être. T'es lancé. Après ça, je pense que c'est bien plus psychologique de d'autres choses. Les gars sont habitués de faire ça dans le show. Puis là, il y a un niveau de readiness qui va chercher. Je dirais par expérience, par contre, c'était le fun. Côté shot, one-timer, timing. Tu pratiques ces aspects-là. Pas besoin de mettre un gros warm-up de fou, d'intensité et tout ça. Ouais. Juste te sentir sharp. Tu joues au golf? Ouais. Bon. Écoute, moi, je me souviens, il y a une époque où ce qu'on disait aux gens, va frapper un panier avant. Un panier avant. Tu vas frapper un panier, tu manques toutes les balles que tu vas manquer au début de la game. T'arrives, tu frappes ta première balle, ça va bien. Ouais. Moi, je te le dis, j'ai fait ça pendant des années avec mon père. Puis ça arrivait souvent, je frappais ma première balle, puis tu sais, t'as un temps là, entre les deux. Là, t'as un 20-25 minutes. T'as créé de la fatigue à frapper des balles. T'arrives sur ta première balle, je peux pas te dire que j'étais meilleur. Alors. Là où j'étais meilleur, c'est quand mon système nerveux était organisé, puis
que mes chances de frapper à la balle comme du monde Ouais. dès la première fois sont plus hautes Mhm. parce que mes yeux sont organisés pour qu'ils voient Je vois la la balle balle comme il faut. de façon égale. Mon système vestibulaire est sharp quand j'ai mes changements Ouais. de direction. Puis mes 2 pieds sont à côté au sol de la même façon. Ouais. Est-ce qu'on s'est éloigné de la programmation? Mais Ah ouais. tout ça pour dire que j'ai l'élément là, tu sais, de warm-up, etc. Si les coachs, c'est ça qui me fait rire parce que souvent les coachs vont rendre justement les programmes d'entraînement super complexes. Absolument. On peut en parler là, avant de rapper, mais t'as un programme, mettons, à plusieurs feuilles. Là, tu sais. Mhm. Parce que tu as un bac puis tu as fait des formations, tu veux justifier ça par un programme super complexe. Ouais. Écoute, je vois des programmes des fois que moi-même je serais pas capable de faire parce que je comprends pas, tellement qu'il y a d'éléments Ouais. dans le programme lui-même. Moi, ça me motive pas, là, ça. Là. J'ai pas le goût d'aller m'entraîner quand ça me prend. Faut que je lis mon programme puis que ça me prend genre 45 minutes à comprendre ce qu'il faut que je fasse avec des exercices de patente à gosse, de réchauffement. Ouais. Voyons donc. Moi, mes programmes, c'est une page. Là. Puis t'as J'avais- les exercices, les paramètres d'entraînement. Je t'ai enseigné comment lire ça. Puis t'es ready to go. Là. J'avais acheté un programme, ça fait longtemps, peut-être 2012 peut-être, d'Eric Chrissy. Eric Chrissy, c'est un coach, surtout pour les joueurs de baseball. Ouais. Son surnom aussi, c'est Monsieur Mobilité, Monsieur Deadlift. Il y a une couple de surnoms. Là, c'est un gros fan de deadlift. Fait que j'aimais ça. Je voulais tester sa programmation, ses programmes d'entraînement, etc. Puis pour le vrai, je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, T'avais payé pour. je vais payer pour, puis je me dédier, moi, le tester, Ouais. le protocole au complet. Mais pour vrai, c'était tellement long faire l'échauffement, puis c'est tellement des exercices comme un peu quand même complexes, là, comme si t'as pas de coach devant toi, puis t'as le montré. Ouais, là, là j'avais accès à des vidéos. C'est de reproduire ça. Là. Non, mais c'était... Puis là, je le fais-tu bien, etc. Puis c'était, comme je disais, c'était quand même complexe. Puis c'est justement ce que je l'ai fait, puis je n'ai plus jamais racheté de programme parce que justement, c'était trop compliqué selon moi. C'était trop long. Tu sais, la période... Là, je me dis, moi, le faire au complet, là. Fait que mon workout, il durait quasiment 2 heures. Là, 2 heures, là, en tout cas, je sais pas, on est des entrepreneurs, là, 2 heures, j'ai pas ça, là. C'est maintenant, là, comme tu disais, là, minutes, là, ouais, c'est gros max. Dans le tapis, là. D'entraînement, puis on a un échauffement postural, puis du système nerveux à faire. Sur 5 minutes. Fait que, si tu as fait 1 heure, là, solide, là, Ouais. à bien te défoncer, je pense que c'est excellent. Donc, écoute, programmation, si on fait un petit wrap-up, si ta périodisation est bien montée, c'est pas supposé être long. Donc, les coachs... La montée. Ouais, monter ton programme, là, si, pour revenir à ce qu'on disait dans le dernier podcast de Perio, si les coachs présentement ont de la difficulté à monter des phases d'entraînement qui font du sens l'un après l'autre, puis que ça leur prend du temps à faire des programmes, c'est parce que vous ne montez pas une périodisation qui est efficace. Donc, à se souvenir, c'est qu'il faut monter une période, puis les programmes qui vont suivre par la suite, ça va couler comme de l'eau de roche. Parce que tu as tout fait du sens de chacune des phases, puis des sélections d'exercices, des sélections des paramètres que tu voulais, que tu avais l'intention de choisir avant, puis après le programme que tu es en train de bâtir présentement. Je vais faire un peu de promotion vite fait à qu'est-ce qu'on fait avec l'ADI, l'Athletic Development Institute. Ouais. C'est que quand tu regardes là, sur le marché, à l'université, oui, je disais, il y a un cours à l'UQAM, en tout cas, il y a un cours. Dans les autres universités, il y en a majoritairement un. Mais les cursus sont similaires. Sauf que c'est pas quelque chose c'est une session, là, c'est un cours. Là. C'est pas quelque chose que tu fais sur 3 ans. Là. Non. Puis, si tu regardes sur le marché, il n'y en a pas tant non plus de formation intéressante sur la périodisation. Puis c'est très flou. C'est jamais très applicable là, ce qu'on apprend là-dessus. Sur les deux, en fait, sur la périodisation, la programmation, malgré qu'il y a beaucoup plus de formations de programmation. Même les formations qui se disent des formations de périodisation, c'est des formations de programmation. Les gens ne sont pas capables de faire même les coachs. Charles Poliquin à l'époque. C'était de la programmation. C'était de la programmation. Même c'est programme design. Ouais, c'est du programme design. Exact. Mais tout ça pour dire que l'ADI, ce qu'on est en train de monter, là, l'Institut de formation, Athletic Development Institute, c'est que là, il va y avoir formation sur périodisation, mais on donne aussi un fichier Excel qui
quand même majeur parce que quand tu veux périodiser comme il faut, Ça te prend un outil. ça te prend un bon outil. Mhm. Puis que là, tu peux aller mettre tes paramètres ici et là. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un élément clé Ouais, parce c'est que génial. parce que même, tu sais, moi, j'utilise un outil que j'ai appris à l'université, que c'était Michel Portman à l'époque qui nous avait donné. Puis pour le vrai, je le trouve pas optimal. Tu sais, c'est lui que j'utilise depuis un certain temps déjà, depuis longtemps déjà. Une couple d'années. Plusieurs années. Mais, tu sais, il est fonctionnel. Là. Mais pour le vrai, ce que Phil Pito vous avez monté comme le fichier Excel, c'est hot en malade tabarouette. mental. Là. Fait que, Ouais, parce que juste ça, à la tu peux limite, l'appliquer le lendemain de ta formation, puis tu as le système qui est là, qui le fait pour toi. Tu comprends ce qu'il y a en arrière, Ouais. mais là, le système le fait pour toi, il crée Exact. des automatisations. Fait que ça, c'est génial. Là. c'est fou. C'est majeur. Juste ça vaut le prix d'une formation. Honnêtement, oui. Puis là, C'est- tu sais, on va être capable d'inclure ça probablement dans les prix. Là. Fait que ça va devenir la norme, en fait. Il va falloir que les gens aient ça. Ben, c'est parce que dans le fond, si on veut améliorer la qualité de la préparation physique au Québec, ça en prend des outils. ça prend des outils. Il faut que tu périodises. Fait que si on donne des outils qui sont. Puis les connaissances. Puis les connaissances pour l'appliquer, pour l'utiliser, mais tu risques de savoir comment, ce qui est déjà très important de savoir comment l'utiliser, puis tu vas l'appliquer, puis qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tu vas probablement développer plus d'athlètes qui vont se développer optimalement. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on vient d'améliorer justement la préparation physique au Québec parce qu'il va y avoir plus d'athlètes qui se développent à leur plein potentiel. Exact. Puis, ben, Et c'est ça, le mandat d'ADI de notre groupe avec Paul, Phil, toi et moi, puis du podcast, au final. Ben oui, c'est de donner les outils puis les enseignements de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la préparation. Exact. Donc, suivez la suite des choses, les amis. Stay tuned. Ciao. Yes, sir.